Perplexity, vous connaissez sûrement, au moins de nom. Le problème, c'est que la plupart des gens s'en servent à 20% de ses capacités. Voilà, comme une forme de Google qui est un peu plus académique, qui cite ses sources, etc. C'est sympa, mais on rate tous les tâches du dessous, c'est-à-dire celui qui sert vraiment quand on fait une thèse, toute la couche technique qui a été pensée par les concepteurs, justement pour doper vos capacités de recherche. Donc dans cette vidéo, on va faire le tour et on va voir pour chaque fonction à quoi ça sert, comment s'en servir et comment ça peut vous aider, vous, pour vos recherches, parce que c'est ça qui compte. Et le meilleur pour la fin, on verra un workflow, c'est-à-dire un processus de travail que je recommande. C'est vraiment celui qui vous fait passer de « je connais rien au sujet » à « j'ai plusieurs pages à insérer dans mon document » en une journée. Alors rapidement, on va situer Perplexity par rapport un peu à cet environnement d'intelligence artificielle pour savoir en fait à quoi ça sert. Ça permettra en fait de savoir les différences et du coup les avantages et les inconvénients par rapport à d'autres intelligences artificielles. Je pense à NotebookLM, SciSpace, Elicit, etc. Donc pour écrire ou pour créer, ChatGPT, Gemini, Claude font quand même globalement mieux. Perplexity, sa force, elle est un peu différente, mais c'est une force énorme, c'est de trouver de l'info juste, récente et sourcée. Voilà, il répond pas de mémoire, il va aller chercher en direct, et il vous montre d'où vient chaque phrase. SciSpace et Elicit, c'est plutôt quelque chose qui va vous aider spécifiquement à faire votre revue de littérature, parce que ça ne va voir que les données académiques, les articles, etc. Et si vous avez vu ma vidéo sur NotebookLM, vous verrez un peu la différence, c'est-à-dire que NotebookLM va digérer ce que vous avez déjà, va analyser des PDF que vous avez déjà, alors que Perplexity trouve ce que vous n'avez justement pas encore. Donc l'objectif du processus de travail d'ailleurs que je vais montrer à la fin, c'est de voir comment faire bosser les deux ensemble. Comment faire bosser Perplexity et NotebookLM pour en tirer des choses qui sont vraiment intéressantes à mon sens. Mais ça, on verra tout à l'heure. Avant ça, donc on va voir l'interface et il y a deux choses avec lesquelles on va commencer dans les paramètres. Ça prend 30 secondes, mais c'est vraiment très utile. Le premier, faites-le tout de suite, c'est sur la rétention des données. Par défaut, ce que vous tapez peut servir à entraîner les modèles. Donc concrètement, si vous voulez donner des résultats pas encore publiés, ça peut partir potentiellement nourrir une intelligence artificielle. Coupez cette option, vous bosserez tranquillement. Le deuxième, c'est le profil. Donc vous avez un champ présentez-vous. Évidemment, il ne sert pas à dire votre âge, c'est pas important. Il sert à dire comment vous voulez qu'on vous réponde. Donc moi, j'y mets « Je suis docteur en sciences politiques ». Réponds comme un spécialiste de ce domaine en produisant une synthèse d'abord avant de fournir les preuves. Si ma question est floue, pose-moi une question avant d'approfondir. Je donne ça pour qu'ils répondent avec un certain ton, qu'ils me fournissent des preuves et qui ne se contentent pas de deviner ce que j'ai voulu dire, mais que s'il y a une ambiguïté qu'ils me demandent, évidemment, vous pouvez demander certains formats de réponse, de mettre certains éléments en avant, etc. Moi, j'ai décidé de faire ça. Ce que ça change, c'est qu'une fois que vous avez écrit ça, ça vaut pour toutes vos discussions. C'est-à-dire que vous arrêtez de devoir replanter le décor à chaque question. Voilà, de dire « tu es un spécialiste de ça, je suis doctorant en ça », etc. Donc vous arrêtez de replanter le décor à chaque question. Activez aussi au passage la mémoire, juste en dessous pendant que vous y êtes. Comme ça permettra non seulement qu'il sache quoi faire, mais qu'il se souvienne de toutes les tâches et de toutes les questions que vous avez pu lui poser. Ça lui donne toujours plus de contexte. Maintenant, on passe au cœur, en réalité, qui est l'interface. C'est là où vous allez passer 80% du temps, en réalité. Donc, d'abord, les sources. Par défaut, il va chercher un peu partout le web, ce qui peut être intéressant, mais ça va mélanger des articles savants avec des blogs, Reddit, tout dans le même panier, ce qui n'est pas optimal. Vous avez un mode académique ici. Vous connaissez sans doute si vous avez déjà un peu utilisé Perplexity, donc je passe rapidement, mais ça veut dire qu'en fait, il va se limiter plutôt aux revues à comité de lecture, Semantic Scholar, PubMed, etc. Ce que ça vous donne en fait de sélectionner la section académique, c'est des réponses qui viennent que de sources qui comptent sans doute pour ce que vous voulez faire, sauf si évidemment vous travaillez sur quelque chose de plus large, mais vous n'aurez pas de blogs qui seront déguisés en sciences à travers le jeu des citations dans vos résultats. Pour voir ce que ça donne, on va poser une vraie question, et là je précise, et c'est important pour tout ce qui est à suivre, que pour vous montrer, j'ai pris l'option payante, pour vous montrer un peu toutes les opportunités, pour que vous sachiez si ça vaut le coup pour vous de le prendre, mais je préciserai quand certaines options ne sont pas disponibles dans la version gratuite. Donc là, pour voir ce que ça donne, on va poser une vraie question, et là c'est important d'être précis, de ne pas simplement donner 3 mots-clés, parce que l'IA ne peut pas deviner ce que vous souhaitez, et peu de mots, ça laisse une marge d'interprétation énorme à l'intelligence artificielle. Donc voilà, moi je lui demande ça. Quels sont les grands courants de la sociologie des élites depuis 2015, sources, etc. etc. Donc, on lance évidemment la recherche, on verra toutes ces options un peu plus tard. Et là, il va vous sortir la carte du champ avec des citations cliquables. Donc vous cliquez, vous tombez sur le papier directement. Le gain, il est assez immédiat, c'est-à-dire que vous commencez à avoir une cartographie d'un domaine en quelques minutes. Le truc, il vous prendrait une demi-journée à la main si vous alliez sur Google Scholar, etc. J'aime beaucoup aussi en haut le fait qu'on puisse simplement avoir la liste des liens. Comme ça, on peut rapidement voir ce qu'il y a vraiment
et on peut scanner peut-être plus rapidement tout ce qui a été donné. La partie image me semble moins utile, mais j'imagine que c'est assez dépendant du sujet. Sur le sujet que j'ai donné, c'est pas un sujet qui se prête à ce genre d'éléments. Enfin, j'ai pas envie d'avoir des images de fonctionnaires ou que sais-je. Alors, 2 secondes là-dessus, parce que ça peut vous coûter cher. Ces citations, il faut quand même s'en méfier, hein, pour 2 raisons. Des fois, il peut citer un blog avec la même tête ou la même manière de le présenter qu'un article qui a été peer-reviewed. Là, normalement, ça limite le fait d'avoir mis académique, mais il faut quand même vérifier. Et parfois, il va dire qu'une source affirme quelque chose, et quand vous l'ouvrez, elle ne dit pas vraiment cette chose, ou alors c'est un peu plus nuancé, ou c'est un peu différent. J'avais cru voir un audit qu'il avait chiffré à environ 37% d'erreurs sur les réponses standards. Donc ça va, me semble-t-il, de ce qui est faux à ce qui est simplement approximatif. Mais voilà, donc de toute façon, il faut toujours vérifier. Et la règle, il y en a une seule, mais c'est toujours la même, c'est citer jamais une source que vous n'avez pas du tout ouverte. Voilà, lui, il trouve, vous lisez, vous citez, avec la bonne page, et en plus, à ce stade, vous avez quand même gagné des heures. Donc, même si vous vérifiez minutieusement, vous avez quand même un énorme gain de temps. À côté, vous avez le choix du modèle, donc vous voyez que vous pouvez choisir quel modèle d'intelligence artificielle va faire la recherche, répondre, etc. Donc il y a Claude, il y a ChatGPT, il y a Gemini. En version gratuite, au moment où je fais la vidéo, on ne peut pas choisir. Là, j'ai pris la version payante pour bien pouvoir vous montrer. Et on peut choisir entre différents modèles. C'est sympa parce que si on est plus habitué à ChatGPT ou plus habitué à Claude, on peut choisir un peu quel modèle va nous répondre. Moi, je laisse sur automatique, des fois. En tout cas, quand c'était en version gratuite, c'est ce que je faisais. Il prend le meilleur. En réalité, ça fait le job. Le mode auto, il peut être pratique pour pas se prendre la tête sur ce qui reste globalement un détail. Après, si vous voulez comparer deux modèles, regardez où ils divergent, c'est-à-dire pourquoi pas taper la même requête avec un modèle, ChatGPT, puis avec l'autre, pourquoi pas Gemini, et vous testez. Ça peut être intéressant d'avoir les deux analyses de deux intelligences artificielles, surtout sur certains sujets plus complexes, au moins pour tester, voir un peu s'il y a des retours et des points de vue un peu différents. L'autre option, qui est intéressante ici, c'est deux raccourcis qui changent la vie. J'ai pas peur de le dire. Peut-être pas changer la vie, mais en tout cas, ça peut changer la journée. Ça marche aussi sur Google comme raccourci. C'est si vous faites une recherche et que vous mettez site de points ou par exemple, voilà, puis l'adresse d'une revue, donc par exemple site de points kern.info, il va chercher que sur le site de Kern. Si en plus vous rajoutez, alors en plus ou dans une autre recherche, after avec 2 points, plus une date, par exemple after 2018, vous aurez que ce qui a été fait après 2018. Ça marche aussi dans Google, ça marche ici. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet une réponse qui reste dans la revue et dans la période que vous visez. C'est une analyse plus chirurgicale et des fois ça évite. Le moyen le plus simple de ne pas se perdre dans les données, c'est de bien filtrer à la base. Comme ça, même dans ce qui vous reste, ce sera beaucoup plus simple de garder ce qui est intéressant. Dans la barre, vous avez les modes. Donc, la recherche simple pour les réponses rapides et la recherche approfondie, donc le deep research, qu'il y a aussi dans le ChatGPT, etc., quand vous voulez un vrai rapport. Là, il va partir lire 20, 30 sources, repérer les contradictions, il vous rend un truc structuré. C'est quelque chose qui est devenu classique dans les intelligences artificielles, mais c'est intéressant de voir qui peut le faire. Donc là aussi, j'ai pu le faire parce que j'ai pris la version payante. J'ai pas eu accès avec la version gratuite. Donc là, de nouveau, cadrez-le bien. Hein. Donc je vais faire la recherche et je finis ma phrase pendant que c'est en train de le faire. Donc voilà, on peut faire ce genre de recherche. Cadrez-le bien, donc format, période, ce que vous voulez voir. Pourquoi pas activer une notification, puis partir bosser ailleurs. Et ensuite, vous aurez une info, l'information quand ce sera fait. Mais voilà, ça donne ce genre de choses relativement intéressantes et complètes. Et quand vous faites ça, vous avez quoi ? Vous avez un état des lieux sourcé en 10 minutes sur un sujet qui vous aurait pris une après-midi. Petit bémol, il y a, en tout cas au moment où je fais ça, si je ne fais pas erreur, si j'ai bien compris, il y a un quota par jour. On ne peut pas en faire autant qu'on veut. Donc gardez-le pour les vraies sessions de travail où vous avez une utilité par rapport à cette fonction. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle a comme principal job de nous sauvegarder du temps. Là, c'est ce que ça fait, et ça fait bien le job. Maintenant, on va aller voir le deuxième onglet qui est ici Computer. Donc Computer, c'est un mode agentique. C'est-à-dire qu'avant, là, ce qu'on a fait, la recherche, ça servait à trouver et organiser de l'information. Ici, ça sert à effectuer une tâche. Donc vous allez lui confier une tâche, qui normalement nécessite plusieurs étapes, donc une tâche complexe.
Il y aura notamment dans cette tâche le fait d'aller chercher l'information, mais aussi le fait d'exécuter une série de tâches en vue d'accomplir un objectif. C'est un peu ça c'est un peu ça la différence. Donc quand vous lui donnez une tâche, il la découpe, il lance des agents en parallèle, c'est-à-dire une intelligence artificielle autonome, qui va bosser pendant que vous faites autre chose jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Pour montrer un peu, regardez ce qu'il propose. Il y a des trucs pour nous, hein. J'avais aussi vu d'autres propositions comme faire une analyse statistique ou candidater pour une bourse. Voilà, la limite, en fait, c'est votre imagination. Pourquoi pas, en l'occurrence, lui demander de faire un dossier de bourse. Donc, par exemple, on va lui demander la chose suivante. Faire un dossier pour la bourse Fulbright, pourquoi pas, afin d'aller faire ses recherches à l'Université de Virginie. Je lui mets. Là, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on voit ce qu'il fait, on voit les sources, on peut cliquer là. Et en fait, il y a toute une série d'informations qui sont assez intéressantes quand même. Là, par exemple, ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'aider. Là, c'est quelque chose que je pourrais récupérer. Il y a en vrai quelque chose d'utilisable, en fait. C'est surtout ça que personnellement, je cherche. Et ça fait un job satisfaisant, quoi, en fait. C'est un peu cette image, vous savez, on dit que l'intelligence artificielle, c'est un stagiaire qui est pas hyper compétent, mais qui aide vraiment. Là, c'est un peu ça, quoi. Donc, je sais aussi que beaucoup vont l'utiliser, pas du tout pour ce que je viens de faire, mais pour faire une revue de littérature. Honnêtement, parmi toutes les fonctions qu'on a présentées, donc faire une analyse statistique, faire un dossier de bourse, etc., je ne sais pas si la revue de littérature, c'est un des bons usages. Honnêtement, j'ai testé sur une revue de littérature. Pour être honnête, c'est rapide, c'est référencé, mais le rendu est très intelligence artificielle, c'est-à-dire voilà, des paragraphes propres, toute la même longueur, la règle de 3 partout, c'est-à-dire c'est toujours des phrases en 3 temps, si vous êtes connaisseur, on va dire. Citation pas toujours dans le texte. Là, typiquement, je pense que pour ce genre de tâches complexes, il vaut mieux s'y prendre avec SciSpace et un vrai processus de travail plus complexe, comme je l'explique dans la vidéo dédiée. Perplexity va faire le boulot, mais c'est comme si, je sais pas, on me mettait sur le terrain pendant la finale de Coupe du Monde. Voilà, c'est pas parce que je peux taper dans le ballon que je dois le faire, quoi. Donc Perplexity, la revue, c'est un peu pareil. Donc pour résumer à quoi sert ce mode computer, quand l'utiliser, pourquoi elle est là, c'est un brouillon pour débroussailler une grosse tâche. Donc ça ne va pas vous donner un livrable, quelque chose de définitif. Éventuellement, si vous voulez de l'information, ce sera plutôt le mode recherche qu'on a vu avant. Et ça va être soit en complément, soit pour des tâches qui ne sont pas de l'information. Constituer un dossier, faire une analyse statistique. Et quand vous lui donnez un boulot à faire, récupérer les sources et la structure et retravailler tout ça ailleurs. Après, à retester sur vos cas, ça bouge extrêmement vite. Les spaces. Pour moi, c'est pas mal. Il y a un effet cumulatif en fait, c'est-à-dire plus vous les utilisez, plus ça vous aidera sur le long terme. Un space, en fait, c'est un espace qui garde le contexte sur un sujet d'une fois à l'autre. C'est-à-dire quoi? Vous y déposez des fichiers, vous lui donnez des consignes valables pour ce que vous faites dedans et qui vont rester valables pour tout ce que vous ferez dans cet espace à l'avenir. C'est proche des notebooks dans Notebook LM, si vous êtes familier. C'est-à-dire les notebooks dans Notebook LM, c'est encore une fois un carnet où vous pouvez mettre des dizaines de PDF pour ensuite poser des questions sur ces PDF. Et donc d'une fois à l'autre, vous pouvez reposer d'autres questions sur ces mêmes PDF. Donc c'est utile parce que par exemple, vous avez un notebook avec tous les articles de Méthodo, donc il les a intégrés. Et ensuite, dès que vous avez une question Méthodo, dans un mois, dans 6 mois, vous allez dans ce notebook et vous lui posez une question de Méthodo et il vous répondra avec tous les articles et ouvrages de Méthodo que vous lui avez donnés. Pareil pour la littérature, dans un notebook littérature, etc. Moi là, ce que je vais faire, c'est un espace pour un chapitre. Pourquoi pas, voilà. Imaginons que je veux tester un chapitre. Ça va être titre, chapitre 2, légitimité des élites. Et ce que ça permet, donc, c'est que vous n'aurez pas besoin de retéléverser vos fichiers et réexpliquer le contexte 40 fois. Tout est là, prêt à chaque retour. Vous pourrez un peu construire dessus. C'est intéressant, je trouve. Et deux choses. Le fait de mettre des fichiers, c'est payant. Et les quotas de combien on peut en mettre, etc., ça bouge. Donc, voilà, tout ça, en fait, vérifiez avant de fonder votre organisation trop dessus. Pour montrer un exemple de ce que ça donne, voilà un exemple de question qu'on peut mettre dans le space. Donc, comment la littérature explique-t-elle que, etc., etc., etc. Ce que le space va rendre, c'est ça. On voit qu'on retrouve un peu la structure de ce que j'avais demandé. Là, il y a une synthèse. Donc là, il y a ces éléments, une forme de synthèse, il y a des éléments de consensus, des éléments de désaccord. Et après, on reprend en fonction de ce qu'il y a. Moi, je reprends jamais tout ce que fait l'intelligence artificielle parce que c'est jamais parfait. Mais je cherche toujours. Voilà, faut être ouvert, juste le petit 20%, soit qui est utile, soit qui inspire. Je
Je considère que c'est toujours un exercice inspirant comme un dialogue, et je considère ça comme ça, et ensuite je reprends en fonction. Ensuite, on a la partie artifacts qui est, on va passer très rapidement dessus, hein, c'est là que se rangent les trucs qu'il génère. Donc parfois il va générer un document. C'est comme dans Claude si vous êtes familier. Il va générer un document, il va générer du code, il va générer un graphique. Et en fait on va retrouver tout ça là. Là il n'y a rien parce que j'ai rien généré. Mais si il a généré des documents, que vous avez demandé des rapports ou je sais pas quoi, vous allez tout retrouver là. Donc ça permet au moins de les retrouver facilement et de chercher plus facilement que si vous deviez retrouver après une longue session de travail quelque chose que vous aviez perdu, quoi. Customize, c'est un peu l'onglet que personne va ouvrir. Je pense que ça vaut le coup de vérifier si ça peut être utile quand même pour vous. Après, la plupart des options intéressantes sont intéressantes en version payante. Mais justement, si c'est payant, c'est que des fois ça peut être intéressant pour vous et ça peut valoir le coup. Là, je montre aussi pour que vous sachiez justement si ça vaut le coup pour vous ou pas d'avoir la version payante. Donc, les connecteurs, ça peut être intéressant par exemple pour qu'il aille lire vos propres fichiers. Un connecteur, par exemple, ça va brancher Perplexity sur une de vos applis, sur vos emails, sur Notion. Là, ça peut être intéressant. Celui qui nous intéresse vraiment, nous, c'est ce type de connecteur de fichiers, en fait, sur un Google Drive ou sur un OneDrive ou sur Notion, si vous organisez là, parce que ça fait que, en plus de certains PDF, de certains sites web, il va aller chercher dans vos données s'il y a quelque chose qui est intéressant, et peut-être que vous avez stocké vos notes sur Notion et il va en profiter pour faire sa recherche à partir de là. Je pense que c'est assez intéressant de tâtonner un peu, de voir ce qu'il fait. Pourquoi pas même demander à ChatGPT, hein, parmi les connecteurs qui existent sur Perplexity, lesquels peuvent être utiles, dans mon cas, etc. Donc ça, c'est les connecteurs. Ensuite, on a les skills. Donc ça, c'est votre façon à vous de programmer une forme de tâche répétitive, comme par exemple une fiche de lecture. Ils appellent skill un process que vous enregistrez une fois pour ensuite donner une consigne qui va être reproduite toujours de la même manière. Donc un exemple concret, c'est la fiche de lecture. Vous créez un skill qui, pour n'importe quel article, vous sort toujours la même grille. Donc par exemple, question de recherche, méthode échantillon, résultat principal, limite, vous déclenchez, et dès que vous mettrez un nouvel article, ce sera formaté pareil à chaque fois. C'est une tâche automatisée, c'est plutôt pas mal. Et ça fait que dès que vous identifiez une tâche récurrente, à chaque fois vous dites, je passe mes journées à faire ça, c'est un peu l'indice qu'il y a une tâche qui est répétitive, et pourquoi pas le mettre, programmer cette tâche répétitive pour justement pas avoir à toujours la faire, surtout si vous avez besoin d'un truc qui est toujours au même standard. C'est pour ça que les fiches de lecture, c'est quelque chose qui est pas mal. Et ensuite, on a les workflows, donc les processus de travail. C'est là aussi des recettes toutes faites en plusieurs étapes. Un workflow, c'est simplement un flux de travail, un processus de travail, un enchaînement de plusieurs étapes qui est déjà monté, prêt à lancer. Donc en fait, un peu comme les skills, mais là, c'est préfet par certaines personnes aussi. Donc il y a une catégorie recherche avec des trucs du genre résume les études récentes sur tel sujet. Voilà, ce que ça donne, c'est vous allez avoir une tâche en plusieurs étapes qui va être lancée en un clic, sans rien avoir à paramétrer. Et honnêtement, après, côté académique, c'est encore maigre. J'ai voulu trouver des bons exemples de ça. J'ai pas trouvé des exemples que je considérais suffisamment intéressants pour les montrer, mais de nouveau, ça se remplit et ça évolue assez rapidement, donc à surveiller. Là, bon, sur l'historique, c'est simple, hein, c'est tout ce que vous avez fait avant pour retrouver une recherche il y a 2 semaines sans avoir à refaire la recherche, etc. Par contre, ce qui est intéressant, et là on va repasser à des éléments sur l'interface, c'est dans cette partie ici, vous avez Scheduled, donc c'est les tâches programmées. Celle-là, à mon sens, c'est vraiment une des options les plus intéressantes parce que vous pouvez programmer une recherche qui va tourner toute seule en automatique à certaines heures. Donc par exemple, là, chaque matin à 7h, voilà, vous lui demandez, chaque matin à 7h, résume-moi les nouveaux papiers sur mon sujet des dernières 24 heures. Et donc là, par exemple, on voit différentes options qu'on peut lancer, hein. Et mine de rien, il y a pas mal là aussi de tâches assez répétitives, notamment la veille scientifique, qui font que on veut toujours se tenir au courant de ce qui se fait. Et là, ça permet de l'automatiser avec un résultat qui est franchement plutôt satisfaisant. Voilà, vous vous levez, vous prenez votre café, au passage, vous êtes au courant des dernières avancées, enfin, c'est que du bonus. Bon, pris un par un, chaque élément est sympa, mais la valeur, c'est un peu l'enchaînement. C'est-à-dire que le processus de travail, la manière de l'utiliser, la manière d'en tirer le meilleur, où Perplexity me paraît vraiment pertinent, c'est pour faire des mini-rapports sur des sujets précis.
C'est-à-dire, voilà, pas sur quelque chose qui pourrait faire tout ce qu'on va mettre dans un chapitre, mais peut-être au niveau d'une section, d'un grand 1. Voilà. Pourquoi? Parce que SciSpace ou Elifit seront meilleurs si on veut faire une revue de littérature complète. NotebookLM, c'est avant tout pour l'analyse. Et ChatGPT, Claude, etc., c'est avant tout pour la rédaction. Voilà. D'où le fait de se concentrer sur cet objectif, se mettre rapidement à jour sur un sujet précis. Et je veux être très clair sur ce qu'on va produire ici. L'idée, c'est de produire un mini-rapport, donc pas une revue de littérature. Une revue, ça demande trop d'étapes et on ne peut pas le faire uniquement sur Perplexity. Rien que ma vidéo sur SciSpace, elle dure 50 minutes et en plus, on n'utilise pas que SciSpace, c'est trop complexe, ça demande trop d'étapes. Et si vous faites ça, vous allez avoir une revue de littérature médiocre qu'il va falloir revoir et qui vous fera juste perdre du temps. Là, on va produire un rapport. Ce que j'appelle un rapport, un mini-rapport, c'est quelque chose qui fait 1 à 2 pages, quelques paragraphes, mais dont l'objectif c'est de nous renseigner rapidement sur un point précis donc. L'idée c'est d'avoir le maximum d'informations pour nous en prenant le moins de temps possible. J'ai choisi cet usage parce que c'est un besoin fréquent qu'on a en thèse. On en a besoin tout le temps en fait. On commence un chapitre, mais on n'a pas tous les éléments de contexte. Hop, mini-rapport de 1 à 2 pages pour s'informer rapidement sur les éléments qu'on n'a pas. Autre possibilité, on se rend compte qu'on connaît mal un concept, hop, on fait le rapport et en quelques étapes, on a 1 ou 2 pages très précises qui nous renseignent sur ce concept. Et ne vous y trompez pas, là on va prendre l'exemple d'un mini-rapport sur un point de littérature, mais c'est pas une revue de littérature. C'est un rapport d'1 à 2 pages sur un concept en particulier, c'est beaucoup plus précis. Ceci étant dit, j'aime toujours voir les intelligences artificielles, voilà. Certaines sont meilleures pour certaines fonctions et on les utilise pour en tirer le meilleur en fonction de là où elles sont le meilleur. Comme on va le voir, là, l'idée de ce processus, c'est justement de combiner avec d'autres éléments. Et on va utiliser les forces de chacun avec Perplexity. Enfin, c'est tout l'intérêt d'un processus, c'est d'avoir un système intelligent, mais on va voir ça maintenant. Là, on va faire un deep research qui permettra d'avoir une carte et de récolter certains éléments. Donc, on met le mode académique, la question avec un prompt, et ce prompt va demander un tableau avec titre, auteur, année, méthode, résultat principal, éventuellement le lien. Et là, on en tire toute une série d'éléments. Et dans l'étape suivante, qui est l'étape 3, on va filtrer. Donc, Deep Research, comme vous avez demandé, un tableau sera plus simple. Grâce aux colonnes méthode résultat, vous gardez que les 6, 7, 8 papiers qui comptent vraiment. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus malin de filtrer en amont. C'est-à-dire que vous pouvez lire les 30 papiers, mais si vous avez un moyen de préfiltrer avec notamment les colonnes méthode, résultat, etc., vous repérez assez rapidement les 6, 7, 8 qui comptent. Donc voilà, l'idée c'est de trier le plus possible avant de lire. Ensuite, c'est l'étape numéro 4, vous téléchargez les PDF et vous les chargez dans NotebookLM. Pourquoi c'est malin? Parce que à partir du moment où vous téléchargez les PDF, évidemment je le fais très rapidement, ça prend plus de temps, etc. Mais à partir du moment où vous les mettez, ces PDF dans NotebookLM, là vous bossez sur une pile qui est vraiment fermée, choisie, de confiance, et l'outil NotebookLM qui lui va pas inventer parce qu'il va pas aller voir ailleurs. Il lit que les PDF que vous lui donnez. Étape numéro 5, il faut creuser le corpus. Dans NotebookLM, on va lui poser certaines questions, assez classiques. Voilà. C'est toujours des questions de type compare les définitions de X entre ces auteurs, où sont les désaccords. Là, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Et NotebookLM, l'avantage de mettre sur NotebookLM, c'est qu'il est très fort pour croiser les sources et analyser des quantités colossales de données. Moi, je l'aime bien pour cette raison. J'ai pris l'habitude de le prendre parce que j'ai des résultats satisfaisants. Donc là, on a pris Perplexity pour ce qu'il fait de mieux, fouiller le web, etc. On passe la main à NotebookLM pour la partie où vous trompez, ça peut coûter cher. Et NotebookLM fait un très bon job. Mais ce que ça donne, c'est que ça vous donnera le squelette du sujet, voilà, des éléments sur le point sur lequel vous vous interrogez. Donc ça peut être un point de littérature, ça peut être un mini-rapport sur des éléments de contexte, mais vous avez le squelette de ce mini-rapport. C'est sourcé, c'est traçable, il y a très peu, voire pas d'invention à ce stade, et normalement vous avez aussi vérifié les sources également. Et ensuite, là, vous allez vérifier ce qui compte. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop de sources à ce stade, donc vous ouvrez les sources primaires sur les affirmations clés, parce que ça permettra justement de s'imprégner mieux du sujet, de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ça permettra aussi de récupérer ces éléments avec plus de confiance, parce que si vous allez vérifier, après vous pourrez récupérer les éléments, voir lesquels s'intègrent vraiment bien avec votre thèse ou votre article scientifique, et ce sera plus utile. Là, si vous voulez aller plus loin, pourquoi pas utiliser Scite. C'est une intelligence artificielle
qui vous dira si un article en cite un autre pour le soutenir ou en cite un autre pour le démolir. Je ne vais pas développer ici Cite, ce sera l'objet d'une vidéo dédiée, parce que là, le cœur de l'idée du processus qu'on est en train de voir, c'est juste, voilà, faut vérifier, c'est juste ça. Comme ça, vous vous appuierez jamais sur une étude déjà réfutée. Et ensuite, après avoir fait ces premières étapes, la 7e étape, c'est d'écrire. Et là, c'est vous. Parce que pour rédiger, ni Perplexity, ni personne fera un très bon job à ce stade. Alors, il existe des processus qui s'appuient à la fois sur l'IA et sur l'humain pour avoir un travail de très bonne qualité, mais ça dépasse le périmètre de cette vidéo. Donc voilà, ça c'est un processus qui est assez simple, mais je préfère justement ce genre de petit processus simple qu'on peut sortir voilà, une après-midi, un matin, pour avoir un mini-rapport sur un sujet, plutôt que des processus très impressionnants, très sophistiqués, vous savez, on en voit partout sur YouTube, mais que les gens en réalité vont pas vraiment utiliser quand ils sont trop sophistiqués. Là, c'est simple, c'est pratique, ça fait un mini-rapport qui permet assez facilement de faire le tour d'une petite question. On peut rajouter ces éléments dans la partie contexte de sa thèse ou son article. On peut, pourquoi pas, poser les bases d'un chapitre grâce à ça. Bref, en fait, on peut fabriquer assez rapidement une expertise sur un sujet et en tirer du texte qu'on pourra insérer là où c'est pertinent, et tout ça en une matinée, voire une journée, et ça laisse le reste de la semaine pour des tâches prioritaires. Au fond, un bon usage de Perplexity, ça tient à deux choses en fait, c'est 2 bonnes sources et des questions précises, comme la plupart des intelligences artificielles en fait. Et le reste, c'est un peu de l'expérimentation, c'est-à-dire vous testez, vous gardez ce qui colle, vous jetez le reste. Mais le seul truc à retenir vraiment, je pense, c'est que lui, il trouve, évidemment, il pense pas à votre place, mais c'est quand même bien parce que la partie pénible, débroussailler, retrouver, trier, ça va être pour lui. Et la partie qui compte vraiment, c'est-à-dire de réfléchir, de vérifier les sources, d'écrire ce que vous avez à écrire, ça reste pour vous, mais du coup, vous avez beaucoup plus de temps et beaucoup plus de sources, et vous allez garder votre énergie pour ce qui compte vraiment. Si vous voulez aller beaucoup plus loin et vous doter de toute une série de processus de travail fondés sur l'intelligence artificielle, la méthode Cabane ouvre prochainement ses portes. La méthode Cabane, c'est ma formation sur la revue de littérature qui présente plus de 7 processus très précis et détaillés pour savoir comment identifier la littérature, comment l'analyser, comment la prioriser, laquelle lire et laquelle on peut résumer plus rapidement, comment écrire et comment s'assurer qu'on a bien pensé à tout. Les processus sont pensés pour être accessibles, donc si vous n'êtes pas un expert de l'intelligence artificielle, aucun souci, mais j'y présente toutes les intelligences artificielles utiles, ResearchRabbit, Litmaps, Claude, j'intègre Zotero, on a aussi des éléments comme Cite, etc. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris l'idée, donc rejoignez la liste d'attente qui s'est affichée juste en dessous de moi si ça vous intéresse, et je vous dis merci pour votre attention.